pour cette addition, nous retrouvons, j'allais dire toute l'équipe, mais on commence à être en effectif sacrément réduit. Franck est toujours là, fidèle au poste, évidemment. Et Richard Dessès est avec moi, mais Richard, vous êtes très présent aussi. Mais les matin. Autres travaillent en fait. Mais on est une pas équipe nous de donc. Voilà. Non. Vous êtes en train de de travailler, il y en a 2 autres qui sont en train de travailler dans les coulisses. Et d'ailleurs, nous sommes des milliers à travailler dans les coulisses. Une vraie fourmilière. Voilà. Ouais. Et vous êtes la reine de la fourmilière, Richard. Merci, c'est gentil. Voilà. Bon, un peu de sérieux parce que monsieur le sénateur nous écoute. Étienne Blanc est avec nous ce matin, sénateur des Républicains donc du Rhône et rapporteur sur le narcotrafic. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On vous a invité pour reparler évidemment de cette arrestation qui a tout d'un feuilleton, d'un roman policier presque. Mohamed Amra qui a enfin été identifié donc et interpellé en Roumanie. Mohamed Amra alias Lamouche qui avait donc tué 2 policiers sur le sol français et qui était coupable donc de trafic de drogue. Est-ce que vous pourriez commencer peut-être par nous rappeler peut-être le profil de cet individu ? Amra, c'est un narcotrafiquant et qui a été identifié comme tel, mais dont on n'a pas suffisamment jugé de la puissance criminelle. Et donc, il a bénéficié d'une situation à la fois dans le cadre de sa détention, mais aussi à l'occasion de ce déplacement qui a été catastrophique, puisque, comme on l'a appelé, 2 agents de la pénitentiaire ont été assassinés. On n'a pas pris la mesure de sa dangerosité, et sans doute la France n'a-t-elle pas mis en place, la justice n'a-t-elle pas mis en place les moyens d'éviter le drame qui s'est produit. Non. Ce qui est très intéressant pour nous qui avons rédigé ce rapport avec Jérôme Burin, d'abord un premier point est de rappeler que la police, que nos forces de sécurité sont capables d'aller chercher dans le monde entier des auteurs de crimes et que nous avons les moyens techniques extrêmement efficaces pour y parvenir. Puis la deuxième leçon, c'est l'ampleur du réseau. Il est en Espagne, il est bien sûr en France, notamment dans la région de Rouen, il est dans d'autres pays d'Europe, notamment en Roumanie. C'est dire la puissance de ces narcotrafiquants. Ils construisent des entreprises qui peuvent rayonner sur un continent tout entier. Là aussi, il faut que la France en prenne la mesure. Alors, Mohamed Amra, est-ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'une image presque humoristique qu'on lui a donnée, j'allais dire dans la presse, pas vraiment, mais sur les réseaux sociaux en tout cas, et on le sait, c'est un nouveau canal d'information aujourd'hui pour beaucoup de gens, et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont rigolé en découvrant ces photos. Il s'est éteint les cheveux en roux, il faut le dire, il n'a pas l'air très futé, son surnom, la mouche, on a l'impression presque d'être dans un gag, et c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'on a pris les choses à la légère concernant le profil de l'individu. Non, je ne crois pas que cela ait eu une influence. En revanche, ça en dit long sur l'état de l'opinion, et notamment d'une jeunesse qui aujourd'hui relativise ces affaires criminelles particulièrement graves et ne prend pas la mesure de ce que représente le narcotrafic comme puissance criminelle capable d'affaiblir une nation. Et on a utilisé dans notre rapport le terme de narco-État. On en parle beaucoup aujourd'hui. On cite des exemples, on cite l'Équateur, le Venezuela, on cite bien sûr la Colombie. Un narco-État, c'est ça. C'est un État dans lequel le crime a une influence sur la puissance publique. Il est capable de corrompre la justice, la police, la gendarmerie, les douanes, les dockers, etc. Et ça, on a l'impression que c'est relativisé. Là, c'est rentré dans les mœurs. On a l'impression qu'il y a un peu une entreprise comme les autres. Et ça se traduit sur les réseaux sociaux. En fait, dans votre rapport, il y a 2 choses qui sont absolument stupéfiantes. Et même si les esprits étaient un peu préparés, il y a eu de grandes enquêtes dans le monde l'année dernière sur l'état du trafic en France. On se rend compte que la drogue en France, c'est tout le monde partout. Il n'y a pas un village dans la campagne la plus reculée qui n'ait son problème de cocaïne, de cannabis, d'héroïne ou de n'importe quelle autre substance illicite. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous le citiez à l'instant, c'est la puissance de corruption. En fait, à chaque affaire, on se rend compte que la machine judiciaire, la machine policière, les douanes, toutes les infrastructures de transport sont en fait gangrenées par le crime organisé et que l'État français paraît être un vernis de civilisation recouvrant en fait une fausse putride.
pour le dire d'une façon calme. Oui, ce sont des termes forts que vous utilisez, vous avez raison. Et d'abord, la question de l'espace. Oui, effectivement, et quand nous nous sommes déplacés avec la commission d'enquête, nous sommes allés dans des régions qui sont très rurales. On est allé au Creusot, dans l'environnement du Creusot. On est en Saône-et-Loire, c'est la région du Charolais, il y a de grands élevages, il y a de grands espaces. Mais ici, dans des petits villages, oui, il y a du trafic de stupéfiants partout. Et pourquoi? Le Covid a amplifié le phénomène. Beaucoup d'urbains ont quitté la ville pour aller dans des maisons de campagne ou s'éloigner des centres urbains pour pouvoir vivre un peu plus de liberté, notamment dans la nature. Ben, les narcotrafiquants, ils ont suivi leurs clients parce que ce sont des clients qui se sont déplacés. Vous savez, et c'est ma deuxième observation pour répondre à votre deuxième question. C'est quoi le narcotrafic? C'est une entreprise libérale. Et vous avez un client, c'est le consommateur. Vous avez en haut du spectre un organisateur, et l'organisateur va monter une entreprise, il va acheter la drogue, il va la transformer, il va la transporter, et ensuite il va la livrer au consommateur, puis après il va récupérer l'argent, il va le blanchir. C'est très très bien organisé. Et vous l'avez dit dans votre question, à une époque, moi je l'ai connu quand j'étais avocat, le trafiquant, il achetait la drogue, il la vendait. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On pratique le terrorisme, on partage les tâches, on sous-traite les transports, mais on s'adresse à une dizaine de transporteurs, on choisit le meilleur, comme fait une entreprise privée pour choisir le meilleur prestataire. Donc l'État, il est en difficulté pour lutter contre ces entreprises qui sont d'une complexité inouïe. Quand vous arrêtez un transporteur, c'est pas le propriétaire de l'entreprise. Quand vous arrêtez un transporteur, il a parfois rien à voir avec la procédure de blanchiment. D'où la complexité de la lutte contre le narcotrafic. Il faut taper partout. Et taper partout, ça veut dire s'adresser aux transporteurs, aux blanchisseurs. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est s'adresser au haut du spectre, faire tomber la tête. Parce que là, quand on y parvient, on arrive à détruire l'entreprise. Mais c'est d'une complexité inouïe, surtout que ces têtes, elles n'habitent pas forcément en France. Elles sont à Dubaï, elles sont en Afrique du Nord, elles sont en Amérique du Sud, elles sont dans des pays de l'Est. Elles sont parfois très difficiles à appréhender. Alors, elles sont difficiles à appréhender, mais est-ce qu'au moins on les a repérées? Parce que on a l'impression qu'il y a, comme d'habitude, le crime organisé et l'État organisé, et que l'État organisé est ligoté par les lois, heureusement, qui gouvernent son action, alors que le crime organisé, parfaite entreprise libérale, vous le soulignez, lui est dans une créativité incroyable et dans une absence de règles qui lui permet de proliférer. Est-ce qu'au moins l'État français est capable de repérer les têtes de réseau à défaut de pouvoir légalement les atteindre? Oui, d'abord, vous parlez de l'État français. Aujourd'hui, des actions qui sont menées en coopération avec un grand nombre de pays, notamment avec les États-Unis d'Amérique, qui, eux, ont des outils absolument remarquables. La DEA, c'est un outil de premier ordre pour lutter contre le crime, et les informations circulent. On coopère avec eux dans la région des Caraïbes, mais on coopère aussi avec eux sur l'Europe. Aujourd'hui, ce sont des actions très internationales. Alors, la question qui se pose à travers votre question, c'est de savoir si l'État français, il est suffisamment doté des moyens matériels, moyens humains, mais aussi des moyens juridiques pour appréhender, connaître, comprendre le réseau de trafiquants et identifier les auteurs. Écoutez, dans la loi que nous venons de faire adopter par le Sénat, nous avons complété ces dispositifs et je voudrais parler de plusieurs d'entre eux. Le premier, c'est le renseignement. Vous savez, quand on a décidé de lutter contre le terrorisme, on a créé un procureur national antiterrorisme et on lui a donné des moyens un peu dérogatoires sur le renseignement. Et ça marche. On parvient à faire de la prévention. Il faut doter la puissance publique pour lutter contre le narcotrafic des mêmes moyens, lui permettent de faire beaucoup plus de renseignements. Alors on dira, mais attention, c'est intrusif. Quand on est sur une plateforme de communication, on écoute aussi des conversations privées. Oui, c'est intrusif, mais il faut savoir ce que l'on veut. Et il faut que l'Europe le comprenne. Et il faut que la jurisprudence européenne le comprenne. Donc, il y a plus de moyens de renseignement pour identifier les auteurs. Deuxièmement, plus de coopération. Nous avons aujourd'hui des réseaux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont installés à Dubaï ou ailleurs. On a quelques difficultés à coopérer avec ces pays.
Et quand on a identifié l'auteur, on a des difficultés à obtenir une extradition. Il faut absolument apporter des réponses à cela. Il faut que les pays, États-Unis, Grande-Bretagne, Belgique, Hollande, qui sont très actifs sur la lutte contre le narcotrafic, parviennent à se regrouper pour faire des pressions sur ces États qui nous donnent des informations. Et puis, quand il s'agit de le faire, de récupérer ces têtes de réseau qui vivent parfois, je citais l'exemple de Dubaï parce que c'est l'exemple le plus connu, dans des conditions de liberté absolue. Ils s'estiment totalement impunis et ils arrivent à résister aux procédures d'extradition. Et puis la troisième chose dont il faut doter l'État, ce sont des moyens matériels. Surveiller le trafic de drogue, ça veut dire plus de vedettes et de bateaux, de navires sur la mer des Caraïbes. Et ça veut dire plus de surveillance satellitaire pour surveiller le trafic maritime. Ça veut dire plus de dispositifs techniques intrusifs. C'est le balisage des véhicules. C'est la possibilité de rentrer dans des téléphones et des ordinateurs. Voilà. Ce sont des moyens techniques sur lesquels, aujourd'hui, les narcotrafiquants sont parfois meilleurs que l'État. En tout cas, ils vont plus vite. Ils utilisent ces techniques, ils repèrent les moyens techniques utilisés par la puissance publique pour les repérer, et ils arrivent à les contourner, et ils vont parfois plus vite que nous. Donc, des moyens techniques supplémentaires pour se mettre à la hauteur du narcotrafic. Étienne Blanc, quand vous nous disiez justement que l'Europe doit aussi comprendre tout ça et la nécessité de mettre en place toutes ces mesures, est-ce que ça ne doit pas même aller au-delà de l'Europe? Alors ma question pique, puisque évidemment il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui remettent de plus en plus en question ces autorités supranationales, mais en l'occurrence ce qu'on remarque aussi et ce qu'on comprend à travers vos mots, c'est qu'aujourd'hui le narcotrafic, c'est un système qui est tentaculaire et qui n'obéit même pas aux mêmes notions de frontières que celles que nous concevons à travers nos États et nos différents gouvernements. Bien sûr, le narcotrafic, il n'a aucune frontière. À travers votre question, se pose la question de la souveraineté. Est-ce qu'il faut un organisme supranational en charge de lutte contre le narcotrafic? Aujourd'hui, on a, par exemple en Europe, Eurojust ou Europol, qui sont des outils incontestablement utiles. Mais rien ne remplacera jamais la coopération entre pays souverains. Et rien n'empêche aujourd'hui de coopérer en gardant sur ces sujets-là une souveraineté, mais on coopère. Et d'ailleurs, on le fait aujourd'hui. Et la surveillance de nos côtes atlantiques, elle se fait dans le cadre d'accords avec l'Espagne, avec les Pays-Bas, avec la Belgique, avec la Grande-Bretagne. Et on a de très, très bons résultats. Dans la région des Caraïbes, dans l'Amérique du Sud, et les actions de la France, elles se font en coopération très très étroite avec les États-Unis d'Amérique. Il faut dire aussi aujourd'hui que la Colombie, qu'un certain nombre de pays de cette région coopèrent parfaitement avec nous et on est efficace. Donc moi je crois beaucoup à ces coopérations. Ces coopérations, elles doivent être d'autant plus poussées que les États prennent la mesure du risque que fait peser le narcotrafic sur l'État lui-même. Je pense qu'on parlera dans quelques instants de la corruption, qui prend des proportions absolument hallucinantes dans le monde, mais la France n'y échappe pas. Allons-y, parlons de la corruption, Étienne Blanc. Dans quelle mesure est-ce que ça participe à ce narcotrafic? On a compris que ce n'était pas une part négligeable, mais bon, voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors, la corruption, c'est quelque chose de très compliqué, parce que parfois, c'est un tout petit signe. C'est un tout petit acte. C'est un exemple. On réussit à corrompre un agent de police et on va lui demander d'accéder à des fichiers qui sont des fichiers protégés. Donc vous avez un inspecteur dans un commissariat qui va accéder par un ordinateur au fichier, il reçoit une rémunération, il passe ses informations. C'est difficile à détecter, c'est difficile à comprendre. Ce sont ces petits actes de corruption dans une prison, et un gardien qui va laisser passer un téléphone, une dose de drogue, etc. Donc, parfois, ce sont des faits qu'on peut juger anecdotiques, mais aucun de ces faits n'est anecdotique. À partir du moment où un agent public qui est en charge de la sécurité publique se laisse corrompre, c'est quelque chose qui est grave. D'ailleurs, regardez bien le code pénal, le code Napoléon. On ne rigolait pas à une certaine époque avec les agents publics
et qui étaient corrompus, qui donnaient des faveurs ou qui recevaient des prébendes. Hein. On était extrêmement dur. C'était la réclusion. Voilà. Ben, aujourd'hui, on a été un peu laxiste sur ces sujets-là. Et c'est quoi le résultat? Ben, le résultat, c'est que la corruption, elle est partout. Nous avons découvert, par exemple, des affaires. Je voudrais citer 2 exemples, on pourra en parler longuement. La première affaire, que l'on appelle les évasions judiciaires. Ben, vous allez corrompre un greffier. Le greffier va s'abstenir d'effectuer une formalité substantielle dans une procédure pénale. La procédure pénale va chuter. Hein, j'ai écarté une demande de mise en liberté, j'ai écarté tel ou tel acte de procédure pour faire chuter une procédure, l'évasion judiciaire. Et ça s'est produit. Hein, des greffiers ont été poursuivis, ont été condamnés pour cela. Les autres actes que nous avons repérés, deuxième exemple, c'est sur les ports. On peut déplacer un conteneur qui contient de la drogue, qui arrive d'Amérique du Sud. Il a été repéré, il est placé dans un endroit spécifique parce qu'il doit être radiographié. On a des scanners sur les ports. Puis comme par hasard, il est déplacé. Et il est déplacé comment? Ben, il est déplacé par un docker avec la complicité des douanes. Grosso modo, ça peut être une rémunération de l'ordre de 100 000 € en espèces. Pour Voilà. pour juste déplacer, Et faire en sorte qu'il chante le contrôle. Voilà, ces actes de corruption, ben, ils sont partout, ils se développent. Et là, c'est extrêmement difficile. D'abord, il faut rappeler que l'essentiel de nos forces, et heureusement, est d'une rigueur et d'une probité absolue. Il faut ensuite que les sanctions soient terribles contre ceux qui se laissent circonvenir. Et puis ensuite, il faut mettre en place des dispositifs, faire en sorte que les équipes changent, hein, que ce ne soient pas toujours les mêmes salariés qui travaillent, notamment dans les prisons, les mêmes gardiens, qui peuvent ensuite subir des pressions par les détenus. Et voilà, il y a des dispositifs qui sont possibles. Je parlais tout à l'heure du renseignement. Le renseignement là-dessus est très utile. C'est vrai qu'il est intrusif, parce qu'il va falloir surveiller un peu le patrimoine d'un certain nombre d'agents publics sur lesquels on a de la suspicion, mais il faut savoir ce que l'on veut. Parfois, vous savez, c'est le sujet sur le narcotrafic. Est-ce que la protection absolue des droits individuels peut l'emporter sur l'intérêt public, sur l'intérêt général et sur la protection de la nation? Moi, je crois que oui. On est allé très, très loin dans la protection des droits individuels. On est allé, je crois, trop loin. Il faut maintenant rééquilibrer le fléau de la balance et faire en sorte que la puissance publique retrouve ses droits et son autorité. Mmh. Oui, parce que d'une certaine façon, c'est aussi une question de protection, de mettre en place toutes ces mesures, Étienne Blanc, puisqu'on le sait aujourd'hui, si le narcotrafic continue à se développer, c'est déjà le cas, mais ça pourrait l'être dans des proportions bien pires, ça pourrait poser des questions de santé publique. On a vu aux États-Unis qu'il y avait certaines villes qui étaient littéralement ravagées par le narcotrafic et dont les habitants consommaient largement. On avait des villes, des rues qui étaient peuplées de zombies. Alors, de manière générale, vous savez, on s'est posé la question avec Jérôme Durin et la commission d'enquête, comment se fait-il qu'on ait été capable en France de lutter contre l'alcool qui fait du mal au foie, de lutter contre le tabac qui fait du mal aux poumons, et de lutter avec tant de faiblesse et si peu de moyens contre la drogue qui détruit le cerveau. Voilà. Non, et c'est une réalité. Hein. Pour en parler, il y a une tolérance, phénomène culturel, etc. Bon, il y a beaucoup d'explications. Toujours est-il qu'il y a un résultat, c'est qu'il y a 5 millions de consommateurs en France, 1 million de consommateurs habituels, et on le sait aujourd'hui, des schizophrénies, des maladies psychosomatiques sont la conséquence de la consommation. Alors, dans votre question, il y en a une autre qui se fait jour. C'est la question des drogues de synthèse. Vous avez parlé de ces images de villes américaines où on voit ces zombies avachis sur des bancs, enfin des morts vivants. C'est épouvantable. Je rappelle qu'aux États-Unis, on compte 150 000 morts par an de la drogue. Hein, c'est un sujet que M. Biden avait voulu tenter de régler et il a échoué. Aujourd'hui, M. Trump dit un peu la même chose. C'est quoi l'origine de cela? Ce sont ces drogues de synthèse
essentiellement le fentanyl. Et qu'est-ce qu'on constate? Les molécules de fentanyl, elles sont souvent fabriquées en Chine et elles sont exportées depuis la Chine aux États-Unis. Le fentanyl, il est utilisé dans des médicaments. Et on s'aperçoit que le gouvernement chinois subventionne des entreprises qui fabriquent le fentanyl. D'ici à penser que la drogue est un des moyens utilisés dans une guerre hybride pour affaiblir son adversaire, il n'y a pas loin. Il faut avoir conscience de cela. Et nous, en Europe, pour l'instant, je ne dis pas que nous sommes totalement préservés, mais pour l'instant, ces drogues de synthèse, elles ne sont pas à la hauteur de la cocaïne. Mais attention, elles arrivent, elles commencent à arriver dans nos ports, sur le Havre et sur les ports de la Manche, en Belgique ou en Hollande. On a eu des saisies de fentanyl. On sait aujourd'hui que dans un certain nombre de pays de l'Est, on a parlé de l'Ukraine à une époque, où du fait de la guerre, il y a moins de surveillance. Oui, on a découvert des laboratoires de fentanyl. Donc il faut être là-dessus d'une rigueur absolue. Il faut prendre conscience de ce risque qui est un risque majeur, et notamment pour les jeunes Français, les jeunes Européens. Et il faut mettre des moyens considérables pour lutter contre ce fléau. Alors, pour lutter contre ce fléau, il y a aussi, une fois de plus, un arsenal législatif. Le problème des drogues de synthèse, c'est que la manière dont on définit légalement la drogue permet d'imaginer une drogue qui est juste à côté de la définition légale. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut être très mobile sur ces sujets-là. Et il ne faut pas que ce soit la loi qui décide, il faut que ce soit le décret, voire même des arrêtés ministériels. Et il faut être extrêmement... il faut aller très très rapidement. On repère, on interdit. Il faut aller très très vite. Mais c'est vrai, vous avez raison. La chimie, elle va très très vite et elle permet, par des combinaisons de produits, de fabriquer des drogues qui sont des drogues extrêmement toxiques. Pour ça, il faut évidemment s'associer avec les médecins, les pharmaciens, le monde pharmaceutique. Et surtout, il faut suivre de très très près la fabrication de ces molécules en Europe, mais leur importation depuis l'étranger, parce que c'est avec ces molécules qu'on fabrique ces produits terriblement toxiques. Vous savez, nous a parlé d'une drogue dont la puissance est 50 fois celle de la cocaïne. 50 fois. Voilà, la cocaïne est dangereuse, mais 50 fois la puissance toxique de la cocaïne. On nous a parlé d'une drogue qu'on appelle le PTC. PTC, ça veut dire, en français, ça veut dire pète ton crâne. Voilà. Drogue de synthèse hyper toxique et qui aujourd'hui, oui, on commence à en voir l'usage dans quelques villes de France. Alors, il y a cette mobilité législative, vous dites bien sûr la loi, mais aussi l'arrêté, le décret. Autrement dit, chaque fois qu'on repère une drogue, ne pas attendre de vérifier qu'elle est ou non sous le coup de la loi, puisque donc les trafiquants sont intelligents et connaissent la loi, mais procéder le plus simplement possible et le plus rapidement possible pour les interdire. En parallèle, les députés, certains députés à la Chambre, proposent justement de légaliser une partie des drogues. Oui, moi j'ai lu ce rapport, de la première à la dernière page, c'est absolument invraisemblable. D'abord, c'est la légalisation du cannabis. Mais on sait ce que ça veut dire, la légalisation du cannabis. Si on légalise le cannabis, on va créer un marché qui est un marché légal. Donc il va y avoir des commerces où on vend du cannabis. Pensez que l'État, aujourd'hui, il sait l'acheter, le cultiver, le transformer, le mettre en sachet. Qui est-ce qui sait faire? Ce sont les narcotrafiquants. Pardon. Donc, si on légalise, mais on va donner ce marché légal aux narcotrafiquants. C'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays d'Europe. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Et pire encore, quand on va légaliser le cannabis, l'État ne va pas mettre sur le marché un produit hyper dangereux et hyper toxique. Il va donc mettre un taux de toxicité relativement bas, c'est le taux de THC, relativement faible. Les narcotrafiquants, eux, ils vont continuer leur trafic en mettant des taux de THC plus élevés, donc qui intéressent plus la clientèle, et qui plus est, qui seront moins chers parce que l'État ne percevra pas de taxes sur ce marché qui est ce marché illégal. Regardez ce qui se passe avec le tabac. Aujourd'hui, on a une déferlante de tabac de contrefaçon qui commence à poser des problèmes graves de santé publique. Et pourtant,
il est commercialisé chez les buralistes. Donc la légalisation du cannabis, c'est une catastrophe. Puis dans ce rapport, il y a pire. En dessous de 3 grammes de cocaïne, il n'y aura pas de poursuite. Autant dire qu'on légalise la cocaïne et on s'arrêtera où? On légalisera ensuite un certain nombre de drogues de synthèse? Non, ce rapport, d'abord, il est le signe d'une capitulation. L'État dit c'est compliqué, ça coûte cher, on n'y arrive pas. Bon, finalement, puisque c'est comme ça, on légalise et on laisse faire. Mais quand un État en est là, c'est dire la fragilité de cet État qui n'est plus capable de mettre en œuvre les mesures utiles pour protéger la santé publique, la sécurité publique. Capituler contre les narcotrafiquants, ça serait une erreur absolument funeste. Il y a une hypocrisie énorme. Ça fait des années qu'on entend tous les jours en boucle sur tous les plateaux qu'il faut éviter de fumer, qu'il faut éviter de boire, qu'il faut éviter de manger trop gras. Et puis, dans une société ultra hygiéniste, en fait, on nous explique qu'on va pouvoir légaliser la drogue. C'est assez effarant. C'est effarant, c'est absolument effarant. Moi, je connais un des rédacteurs de ce rapport. Je vais essayer de le rencontrer pour comprendre ce qui a présidé à l'élaboration de ce rapport qui, à mon avis, est très toxique. C'est le cas de le dire. Il y a dans ce que vous dites la nécessité d'une coopération internationale avec les États. Mais en même temps, il y a certains États dont on sait qu'ils sont producteurs et producteurs à grande échelle de drogue. Le Maroc, par exemple. Donc, bien sûr, on doit coopérer avec l'Espagne et avec les autres pays qui sont les routes de la drogue vers la France. Mais qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des États dont il est avéré, vous avez parlé de la Colombie, on pourrait parler d'États asiatiques, qui sont les producteurs de pavots, qui sont des producteurs de cannabis, etc. Et donc, vis-à-vis d'eux, quelle est la solution diplomatique ou policière? C'est vrai que si vous enlevez le RIF et la culture de cannabis, et vous privez toute une série d'agriculteurs et de revenus essentiels. Et en dehors du cannabis, dans cette région d'Afrique du Nord, on voit difficilement quelle agriculture de substitution. Donc c'est vrai que le problème se pose. Et alors, c'est dans le cadre de coopération internationale, alors c'est dans le cadre d'échanges avec le royaume chérifien qu'on pourrait essayer de trouver des solutions. Mais les solutions sont extrêmement compliquées. On gagne beaucoup d'argent et des entreprises très bien organisées, des fermes extrêmement efficaces se sont installées dans cette région. Et les détruire, ça va être très compliqué, vous avez raison. Et très clairement, aujourd'hui, en vous parlant, moi, je ne vois pas de solution à cela, si ce n'est de continuer à surveiller dans le détroit de Gibraltar et sur la Méditerranée ce trafic. En Colombie, dans le cadre de coopération avec les États-Unis, on a épandu sur les champs de coca des désherbants et on a essayé de tuer les plantations de cocaïne. Alors, les producteurs ont trouvé d'autres solutions. Ils sont installés au milieu des forêts, ils ont protégé leurs exploitations. Ça a été très compliqué, mais ça a quand même été assez efficace. Ces mesures-là, aujourd'hui, sont levées. Et il y a une véritable déferlante de la cocaïne sur les États-Unis et sur l'Europe. Donc là, je pense qu'il va falloir, avec la Colombie, avec un certain nombre de pays producteurs, être beaucoup plus dur. Mais ça, c'est la diplomatie. Ce sont des rapports de force. Je pense que ces rapports de force, nous pourrons aussi les avoir avec le Maroc, en disant que maintenant, ça suffit. Le nombre de consommateurs de cannabis continue à augmenter en France, mais aussi en Europe. Et on sait que le cannabis a des effets extrêmement graves sur le fonctionnement des cellules nerveuses. Et ne pas prendre la mesure de cela, ben je le dis là encore, c'est ne pas suffisamment protéger les Français, les Européens. Donc les pressions sur le royaume chérifien me semblent absolument indispensables. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, Étienne Blanc, c'est le rôle des technologies numériques aujourd'hui. Vous l'avez dit, le narcotrafic aujourd'hui, c'est une forme de terrorisme. Alors, ils sont à la pointe, ils pratiquent aussi la recherche et le développement. Et puis, en l'occurrence, ils ont toujours de nouvelles méthodes pour réussir à contourner les contraintes traditionnelles, les contrôles traditionnels. Aujourd'hui, la France doit aussi se positionner, s'interroger sur la façon dont elle va pouvoir mettre la main sur tout ce trafic qui se déroule désormais en ligne. Alors, vous posez une question absolument essentielle. On l'a abordé tout à l'heure. Est-ce que le droit français est adapté à une lutte efficace contre le narcotrafic?
nous ne le pensons pas. Regardez la loi que nous avons fait adopter à l'unanimité par le Sénat. Et on part d'un état du droit, on le fait évoluer. Et je voudrais citer deux exemples très révélateurs. Le premier exemple, c'est celui des repentis. En droit français, vous ne pouvez pas avoir recours à un repenti qui a commis des crimes de sang. Dans l'état actuel du droit, c'est pas possible. Il y a des repentis qui peuvent collaborer avec la police, mais s'ils ont commis des crimes de sang, c'est plus possible. Enfin, si vous voulez lutter contre le narcotrafic, quand on sait qu'il y a eu 47 morts à Marseille en 2023, quand on sait qu'il y a 300 ou 400 morts par an en France, si vous voulez lutter contre le narcotrafic, vous êtes obligé d'accepter que des repentis qui ont commis des crimes de sang puissent rentrer dans la procédure des repentis. Puis le deuxième exemple, c'est l'exemple des infiltrés civils. Aujourd'hui, on sait infiltrer un réseau de narcotrafiquants avec des policiers sur les infiltrations. Mais d'abord, il n'y en a pas tant que ça, c'est relativement réduit. Mais si on veut que ça marche, le système d'infiltration, il faut utiliser des infiltrés civils. C'est-à-dire il faut que des trafiquants de drogue qui sont dans un réseau puissent être instrumentalisés par la justice pour donner des informations et permettre de détruire le réseau. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Parce que la police, si elle procède de la sorte, elle peut être considérée comme provoquant l'infraction. Elles peuvent même parfois être considérées comme étant complices ou co-auteurs de l'infraction. Parce qu'aujourd'hui, le rôle de la police, c'est évidemment d'arrêter le trafic. Donc le laisser perdurer et collaborer avec les trafiquants, ça peut être un acte de complicité. Ça n'est pas possible. Donc on l'a modifié dans le texte. Donc, cela pour dire que l'outil juridique, l'outil procédural français est aujourd'hui insuffisant et qu'il faut l'améliorer. Puis le deuxième sujet que vous avez abordé, c'est la question des nouvelles technologies. Quand la gendarmerie réussit à lever le cryptage du réseau intrachat, ce sont des millions de conversations que l'on va découvrir. Pour les comprendre, pour les analyser, ce n'est pas des inspecteurs de police qui, derrière un ordinateur, avec leurs deux doigts, vont taper des procès-verbaux. Il faut utiliser les technologies nouvelles et notamment utiliser l'intelligence artificielle. Le problème qui se pose, et il est très juridique, c'est quand vous mettez l'intelligence artificielle pour surveiller des millions de conversations, vous allez surveiller des conversations privées. Donc un certain nombre d'avocats ou de magistrats disent attention, c'est trop intrusif. Ce sont les libertés individuelles qui sont en cause. Eh bien tout ça, il faut y mettre un terme. Et il faut, sous le contrôle de magistrats, permettre aux forces de police d'utiliser l'intelligence artificielle, et je le dis moi, sans limite, de manière à ce que l'on puisse retrouver dans ces flots de conversations qui ont été captées, celles qui révèlent les réseaux criminels. Il faut que le système soit protégé pour qu'il n'y ait pas d'intrusion dans la sphère de la vie privée, mais il ne faut pas se priver de ces technologies qui nous permettent aujourd'hui d'être particulièrement efficaces. Et en l'état actuel du droit, eh bien, je crois qu'il faut faire évoluer les choses. Vous le verrez, vous l'avez peut-être vu dans le texte que nous avons fait adopter. Nous avons permis, par exemple, aux forces de l'ordre de rentrer dans un ordinateur à distance, de rentrer dans un téléphone à distance, de manière à pouvoir repérer des conversations. Aujourd'hui, en l'état actuel du droit, c'est quasiment impossible. Ouais. Donc oui, il faut se donner des moyens nouveaux. On termine sur ces mots, Étienne Blanc. Effectivement, ce texte de proposition de loi est à retrouver donc, sur votre page, sur le site internet du Sénat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre travail. À très bientôt.